La dent de Patrice Lumumba était le seul objet encore existant du corps de Patrice Lumumba. Cette dent est une des 2 dents prélevées par un colon belge présent près de son corps et avant que celui-ci ne soit incinéré et dissous dans l'acide. La dent de Patrice Lumumba avait fait l'objet de tractations entre États belges et congolais en vue d'une restitution à la République démocratique du Congo. Quatre jours après la proclamation de l'indépendance, les soldats congolais se rebiffent, ils veulent les mêmes avantages que leurs officiers blancs, belges, qui vivent dans le luxe quand eux s'estiment traités comme des esclaves. Et oui, car les Belges sont encore là. Le général Janssens qui dirige la force publique, chargé du maintien de l'ordre, les sermonne et écrit sur un grand tableau, pour la force publique, avant l'indépendance égale après l'indépendance. Les soldats se mutinent de plus belle. Dans l'intérieur, ils séquestrent des officiers, s'en prennent à des civils belges. C'est la panique, et en quelques semaines 30 000 Belges quittent le pays. L'armée congolaise n'est plus contrôlée, les cadres belges de l'administration ont fui, et par-dessus le marché, la Belgique envoie les paras. Pour couronner le tout, moins de 10 jours après l'indépendance, la province du Katanga, le coffre-fort minier du Congo, proclame son indépendance. Elle reçoit évidemment l'appui de la Belgique, qui y a gardé ses intérêts, et a largement encouragé cette sécession. Lumumba et le président Kasavubu en appellent à l'ONU, qui se contente de demander aux Belges de retirer leurs troupes. Sans effet. Alors les 2 têtes de l'exécutif en appellent à Moscou. Les Occidentaux y trouveront le prétexte pour sceller le sort de Lumumba. Car l'Afrique qui se libère est déjà devenue un terrain de jeu où s'affrontent l'Est et l'Ouest. Moscou menace, l'ONU envoie enfin des casques bleus pour éteindre l'incendie. Là-dessus, la province du Kasai elle aussi fait sécession. Misère. Kasavubu, le président, révoque le premier ministre Lumumba, qui est confirmé par le Parlement. Comme dirait l'écrivain Amadou Kourouma, c'est un bordel de bordel, un bordel au carré. Mobutu, devenu colonel, décide de neutraliser les 2 personnages, avec l'aimable participation de la CIA. Il forme un gouvernement de transition, et encercle la résidence de Lumumba, gardée par des casques bleus. Lumumba tente de s'échapper, mais il est rattrapé le 1er décembre, 5 mois après son fameux discours. Lumumba est donc arrêté, sa photo, en bras de chemise, décoiffé et l'œil hagard a fait le tour du monde, voire Archivina. On le transfère un mois plus tard à Elisabethville, la capitale katangaise. Là, avec 2 de ses fidèles compagnons, il est exécuté par les troupes katangaises sous la supervision d'officiers belges qui décident après, arracher une dent et la garder en signe de trophée, pour qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui se réclament d'avoir fait cet exploit. Son corps est ensuite déterré et dissous dans de l'acide sulfurique. Histoire d'empêcher qu'on lui voue un culte. Le Congo va à volo, et Patrice Emery Lumumba, Premier ministre démocratiquement élu, n'est plus. En guise de testament politique, avant qu'il ne soit exécuté, Lumumba avait écrit une dernière lettre à sa femme. « Ma compagne chérie. Je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction, le colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés, parmi certains aux fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre ? Que mort, vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo, c'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches.
L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. Moi je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo! Vive l'Afrique! Patrice Lumumba. Lumumba est mort, le Congo est KO. Mobutu, qui avant de le trahir, fut son ami et même son protégé, devient général et chef d'état-major de l'armée congolaise. Il est chanté parmi les personnalités du nouveau gouvernement car oui, au Congo, on trouve toujours quelqu'un pour chanter les dirigeants. Au Congo, 6 mois après, le chacha de l'indépendance a laissé place à la pire des gueules de bois. Mobutu avec l'aide des Américains parvient à réduire la sécession katangaise, la rébellion menée par les partisans de Lumumba, et finira par prendre absolument le pouvoir, pour l'exercer de manière absolue. 5 ans après l'indépendance, il est le maître du pays, et fait réhabiliter Patrice Lumumba, dont il fait un héros national. C'est fou cette tendance qu'ont certains dirigeants à déclarer leur flamme post-mortem aux êtres chers qu'ils ont si bien trahis. Ils demandent même à Franco, le colosse aux doigts de fée, de dresser un monument musical à Lumumba, héros national. C'est le titre de la chanson qu'il compose, 5 ans après avoir pleuré la mort du martyr. En 2000, le Belge en possession de l'Adam, avait raconté à l'AFP avoir découpé et dissous dans l'acide les corps de Lumumba et de 2 de ses fidèles, Joseph Okito et Maurice Mpo, assassinés en même temps que lui. En pleine nuit africaine, nous avons commencé par nous saouler pour avoir du courage. On a écartelé les corps. Le plus dur fut de les découper, avant de verser l'acide, avait expliqué l'octogénaire, depuis décédé. Il n'en restait presque plus rien, seules quelques dents, avait ajouté Gérard Souette. Dans un documentaire diffusé sur la chaîne allemande ARD la même année, l'ancien gendarme avait renouvelé ses affirmations et même exhibé les restes en question. On retrouve cette même séquence dans extrait du documentaire « Une mort de style colonial », réalisé par Thomas Giffey en 2008 et mis en ligne par l'Institut national de l'audiovisuel français sur la plateforme Dailymotion. À partir de la 58e seconde, Gérard Souette apparaît. Avec un épais accent flamand, il explique en ouvrant péniblement un petit paquet en papier qu'il a, ici le reste d'une personne historique très importante, une partie de la denture couverte d'or du leader indépendantiste qu'il affirme avoir arraché. Qui a été saisir par les autorités belges et restitué en RDC. Lors de la restitution solennelle le 20 juin par la Belgique à la RDC de cette relique, le Premier ministre belge Alexander De Croo a renouvelé les « excuses » de Bruxelles pour la responsabilité de certains dirigeants et fonctionnaires de l'ex-puissance coloniale dans cet assassinat, dont les circonstances restent toutefois entourées de mystères. Le cercueil du héros national congolais a ensuite été transporté à travers le pays avant d'être inhumé à Kinshasa le 30 juin 2022. Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko Kuku Ngbandu Wazeda Banga, né Joseph Désiré Mobutu, né le 14 octobre 1930 à Lisala au Congo belge, décédé d'un cancer le 7 septembre 1997 à Rabat au Maroc, est un homme politique et militaire qui est le second président de la République démocratique du Congo de 1965 à 1997. Le pays ayant été rebaptisé Zaïre de 1971 à 1997. Joseph Désiré Mobutu naît à Lisala quelques jours après le futur roi des Belges, Baudouin. Son père, Albéric Bémani, cuisinier pour un magistrat colonial de Lisala, meurt alors qu'il a 8 ans et il est alors élevé par son grand-père et son oncle. Il poursuit ses études dans une école catholique. À l'âge de 20 ans, il est enrôlé dans la force publique, l'armée coloniale belge, dans laquelle des officiers blancs commandent des soldats noirs. À 25 ans, il se marie avec Marie-Antoinette Biati-Boyeten. Il obtient le brevet de secrétaire comptable à Luluabourg puis est affecté à l'état-major de la force publique à Léopoldville en 1953. Après son passage dans l'armée, dont il sort sous-officier, il devient journaliste pour le quotidien libéral de Léopoldville L'Avenir en 1957 sous la supervision de l'un de ses mentors, le journaliste Antoine Roger Bolamba, qui le présente à Patrice Lumumba. Il voyage pour la première fois en Europe lors d'un congrès de presse à Bruxelles, où il reste quelque temps pour suivre une formation. Au même moment, les représentants du mouvement national congolais, MNC, mené par Patrice Lumumba,
négocie l'indépendance de la colonie, et lorsque ceux-ci arrivent à Bruxelles pour la tenue d'une table ronde, Mobutu rejoint leur rang avec Antoine Kiwiwa en janvier-février 1960. Il est confirmé membre effectif de la délégation du MNC à la conférence de la table ronde économique, financière et sociale, 26 avril à 16 mai 1960. En juillet 1960, il devient secrétaire d'État du gouvernement indépendant de Patrice Lumumba. Il profite du désaccord entre les différents hommes politiques et du fait d'être l'un des seuls lumumbistes à avoir une quelconque expérience militaire pour évoluer très rapidement dans la hiérarchie militaire. C'est ainsi en tant que chef d'état-major, et sous l'influence de l'ambassadeur de Belgique, qu'il fait arrêter et assigner à résidence Lumumba en 1960, Lumumba dirigeant jouissant d'une grande popularité. Ce coup d'État comptera beaucoup dans les relations entre les Belges et Mobutu. Il met en place un gouvernement temporaire, le Collège des commissaires généraux. Mobutu accuse ensuite Lumumba devant les caméras de sympathie pro-communiste pour s'attirer le soutien des États-Unis. Lumumba tentera de s'enfuir à Stanleyville, mais est rattrapé en chemin par les soldats. Mobutu le fera mettre en prison, où Lumumba ne recevra qu'une banane. Il sera ensuite envoyé au Katanga de Moïse Tshombe où il sera assassiné, le 17 janvier 1961, son corps perdu, en brousse, selon les documents officiels. Sous la direction de Pierre Mulel, des rebelles partisans de Lumumba partent en guerre contre Mobutu. Ils occupent rapidement 2/3 du Congo, mais avec l'aide des États-Unis, Mobutu parvient à reconquérir l'ensemble du territoire. Cette victoire, qui n'aurait pas été possible sans l'aide occidentale est habilement mise à profit en interne par un Mobutu se parant de la vertu de pacificateur, d'unificateur du territoire. Il pose ainsi son pouvoir sur 2 piliers, à l'extérieur, le contexte de la guerre froide, et à l'intérieur la stabilité. Un autre moyen d'affermir son pouvoir est la prise de contrôle du pouvoir politique, dont le corollaire est la répression d'une partie des citoyens congolais. Après avoir réorganisé l'armée, il mène le 24 novembre 1965 un coup d'État contre Joseph Kasavubu, premier président de l'ancien Congo belge. Suivant une crise politique aiguë entre le président Kasavubu et le gouvernement de Tshombe, ce coup d'État est acclamé et accepté de tous, Kasavubu l'en remercie, Tshombe en est absolument ravi, les syndicats CSLC, UTC et FGTK soutiennent le nouveau pouvoir de même que les organisations estudiantines UGEC et AGL. La population tant congolaise qu'étrangère applaudit le coup. À l'étranger, la Belgique et les États-Unis sont les premiers à reconnaître le nouveau président. Seules la Chine et l'URSS montrent des réticences. En tant que colonisé et ex-soldat de la force publique, Mobutu représente ce qu'aime l'administration belge, il sait les caresser dans le sens du poil comme avec l'arrestation de Lumbimba mais il sait aussi qu'il a besoin du soutien des populations congolaises et c'est ainsi qu'il fait de Lumumba le héros national. Le premier martyr de l'indépendance économique et c'est en son nom que les toutes puissantes entreprises minières belges sont nationalisées en 1966. Avec Mobutu, le Congo est alors le cheval de Troie des Américains contre la montée communiste en Afrique et particulièrement en Afrique australe. Mobutu accueille dans sa capitale le gouvernement angolais en exil qui lutte pour son indépendance, mais les communistes du Mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, en seront exclus. L'aide américaine aux guérilleros angolais du Front national de libération de l'Angola, FLNA, et de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, passera par le Congo. Le 2 juin 1966, la population a pu mesurer toute la détermination de Mobutu qui fit pendre sur la place publique 4 anciens ministres accusés à tort de complot, Alexandre Mahamba, Jérôme Anani, Emmanuel Bamba ainsi que l'ancien Premier ministre Évariste Kaba. Ce jour-là, la population a cessé d'acclamer Mobutu, tout le monde a eu peur. Nous étions à peine 6 mois après son deuxième coup d'État. En 1969, il fait écraser une révolte estudiantine. Les cadavres des étudiants abattus sont jetés dans des fosses communes et 12 étudiants sont condamnés à mort. L'université est fermée pendant 1 an et ses 2000 étudiants enrôlés dans l'armée où, selon la télévision nationale, ils apprennent à obéir et à fermer leur gueule. Il instaure un régime autoritaire à parti unique, le mouvement populaire de la Révolution, et en devient le maréchal-président en 1982. Un de ses souhaits est que le pays retrouve sa culture profonde, c'est alors la zaïrianisation, décolonisation culturelle. En 1971, l'année des 3 Z, il renomme à la fois le pays, le fleuve et la monnaie sous le nom de Zaïre. La même année, il impose un costume traditionnel,
crée une version zaïroise du costume occidental, l'Abacoste, abat le costume, et il oblige les Zaïrois à choisir un nom d'origine africaine et locale, non chrétien, ce qu'il fait lui-même en devenant Mobutu Sese Kuku Ngbendu Wazeda Banga, c'est-à-dire Mobutu le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. Mobutu a aussi imposé le lingala, une langue importante de l'ouest du pays par l'enseignement dans les écoles et dans ses discours populaires. Cette révolution culturelle, ainsi que le culte de la personnalité sont clairement inspirés des régimes communistes. Mobutu est d'ailleurs un des derniers dirigeants à être invité par Nicolas Ceausescu, et il entretient le culte de la personnalité après des visites instructives en Chine maoïste et en Corée du Nord qui lui fournissent au début des années 1970 une assistance militaire. Les premières années, le régime est très bien vu sur le plan international, la personnalité affable du maréchal-président et les ressources naturelles du pays aidant un peu. Le Zaïre est alors considéré comme un exemple pour toute l'Afrique. Les investisseurs étrangers se précipitent sur les ressources naturelles dont le Zaïre est richement pourvu. L'État zaïrois lance alors une politique de grands travaux, les « éléphants blancs », qui donneront lieu à une importante corruption des élites politiques et administratives. Au fil du temps, les méthodes du régime et le non-respect des droits de l'homme le déconsidèrent aux yeux des démocraties. Ayant basé le développement du Zaïre sur le modèle d'une économie rentière, Mobutu ne peut qu'en constater les inconvénients lorsque se produit une subite chute des cours du cuivre. Les finances publiques étant d'un coup exsangues, Mobutu lance le Zaïre dans une politique de « zaïrianisation » de l'économie. Cette nationalisation brutale de l'économie a vu les chefs d'entreprises étrangers remettre leurs clés à des membres de l'armée zaïroise venus faire appliquer le décret de zaïrianisation. Les entreprises devenaient ainsi pour un régime à bout de souffle un bon moyen d'acheter des fidélités. De nombreux bénéficiaires de la zaïrianisation, tous proches du régime, prirent ces entreprises pour leur propriété personnelle sans se préoccuper de leur gestion. La corruption fut ainsi de plus en plus endémique, on parle pour le régime mobutiste de « kleptocratie », littéralement « gouvernement par le vol », dégradant la situation économique et sociale de l'écrasante majorité des Zaïrois de façon dramatique. En tant que pion des Américains face au communisme progressant, Mobutu envoie en 1975 face à la retraite militaire soudaine des Portugais en Angola, ses troupes pour soutenir le FLNA contre la guérilla du MPLA qui a déjà pris Luanda, la capitale. 20 000 soldats cubains débarqueront néanmoins très rapidement au secours de Neto et repousseront les troupes de Mobutu. La situation s'aggrave et le Zaïre est maintenant impliqué dans la guerre froide soutenant les rebelles angolais, UNITA, FLNA, avec les États-Unis et le régime de l'apartheid face aux communistes, MPLA, Cuba, URSS. Pour déstabiliser Mobutu, Agostinho Neto lancera ses fameux gendarmes katangais en 1977 à Kolwezi. C'est lors de cette opération qu'on verra la fragilité de l'armée zaïroise. À part la garde présidentielle bien entraînée par des officiers belges, les autres, 45 000 hommes ou plus, sont absolument indisciplinés, sous-équipés, mal payés et fuient les combats. Mobutu tracera lui-même les plans de bataille, ignorant les conseils de ses officiers plus qualifiés. Les populations katangaises soutiennent les gendarmes pour des raisons ethniques et de lassitude de la dictature et n'hésitent pas à collaborer contre les troupes de Mobutu. Ce sont les interventions françaises, belges, marocaines, togolaises et ivoiriennes qui sauveront Mobutu et repousseront les gendarmes. En 1986, une grave crise économique secoue le Zaïre et accentue une crise politique et une révolte latente, entre un peuple qui a faim et un chef multimilliardaire mégalomane qui a utilisé la corruption comme mode de gouvernement. Le fossé est creusé entre la petite tribu de fidèles, à qui le chef donnait des faveurs, et le reste du pays. Mais c'est l'inattendue fin de la guerre froide avec la chute du mur de Berlin qui va achever le régime mobutiste. Privé de ses généreux soutiens extérieurs qui le soutenaient comme rempart au communisme, depuis son accession au pouvoir, Mobutu se retrouve en quelque sorte isolé face à son opposition intérieure. En 1989, il publie Dignité pour l'Afrique, un livre d'entretien, dans le cadre d'une fort onéreuse campagne de communication. En 1990, comme dans de nombreux autres pays d'Afrique centrale, le mécontentement populaire est grandissant et, en avril 1990, Mobutu autorise le multipartisme, l'opposition pourra dès lors le pousser au départ. La conférence nationale organisée à l'occasion devient un véritable tribunal populaire dénonçant les dérives flagrantes du système mobutiste. Les interventions d'Étienne Tshisekedi et d'autres opposants politiques marquent un tournant essentiel puisqu'elles ne sont pas suivies de répression contre leurs auteurs.
Aux yeux des Zaïrois, le seul maréchal du Zaïre n'avait ainsi plus le pouvoir d'opprimer son peuple pour assurer son pouvoir. L'état désastreux des finances publiques du pays causé par l'impéricide des politiques économiques mobutistes fait perdre petit à petit au système les moyens de s'alimenter financièrement. Vilipendé à Kinshasa, Mobutu se retire dans son somptueux palais, au cœur de la jungle tropicale à Kawel à proximité de son village natal. Sa solitude devient dès lors évidente, aussi bien au Zaïre qu'à l'étranger où il ne bénéficie plus que du soutien de la France. Sa maladie va encore renforcer cette impression de faiblesse, incitant ses opposants intérieurs et ses ennemis extérieurs à intensifier leurs actions. En 1994, malgré le partage du pouvoir avec le président du Parlement, le pays s'enfonce dans la crise. Celle-ci s'aggrave avec l'arrivée de réfugiés rwandais fuyant d'abord la répression du génocide au Rwanda, puis à partir de 1996 la progression de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, bras armés congolais du Front patriotique rwandais et de l'Ouganda, emmenés par Laurent Désiré Kabila. Ceux-ci entrent à Kinshasa le 17 mai 1997, entraînant la chute définitive du pouvoir et la fuite de Mobutu Sese Seko, malgré une dernière tentative de négociation pour le partage du pouvoir parrainée par Nelson Mandela sur le navire Outnika. Après avoir été soigné pendant de longs mois en Suisse et en France, Mobutu Sese Seko meurt d'un cancer de la prostate le 7 septembre 1997 à Rabat où il est inhumé au cimetière européen, 4 mois après son renversement et l'accession au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, père de l'actuel chef de l'État congolais, Joseph Kabila. Il laisse un pays économiquement exsangue, en conflit avec de nombreux pays voisins pour ses richesses et son espace et en pleine guerre civile. Le maréchal Mobutu s'est marié 2 fois. Après le décès de sa première femme, Marie-Antoinette Gebiati-Buayeten, le 22 octobre 1977, il a épousé Bobby Ladawa le 1er mai 1980. 4 de ses fils issus de son premier mariage sont décédés, Niwa, Konga, Kongulu en septembre 1998 et Manda le 27 novembre 2004. Un autre de ses fils, né de son deuxième mariage, Mobutu Nzanga a annoncé en décembre 2005 sa candidature aux élections présidentielles de juin 2006, alors que Giala se présente lui aux législatives et siège actuellement à l'Assemblée nationale. Ce dernier est à la tête de l'Union des démocrates mobutistes, UDEMO, et préside également les Forces du Centre, le groupe parlementaire dont fait partie l'UDEMO. L'une de ses filles, Yaki, fut mariée avec Pierre Jensen, un citoyen belge, avec lequel elle est séparée aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba, au cours de la Deuxième Guerre du Congo, accueillit au sein du mouvement de libération du Congo de nombreux anciens militaires et hauts dignitaires du régime mobutiste. Une partie des biens de Mobutu gelés en Suisse depuis le 17 mai 1997, 8,3 millions de francs suisses, devaient être remis à sa famille le 15 décembre 2008 car aucune solution n'avait été trouvée avec le gouvernement de la République démocratique du Congo ou auprès d'un des fils de Mobutu, numéro 2 du gouvernement congolais, pour qu'il renonce au fonds. Le Conseil fédéral a décidé le 12 décembre 2008 de prolonger le blocage des fonds jusqu'au 28 février 2009. Finalement, ces fonds bloqués devront être remis aux membres de sa famille, selon une décision datée du 14 juillet 2009.